La FGNV, donc, c'est en fait une association loi 1901 qui fédère les acteurs publics, économiques et industriels qui accompagnent le développement d'usages carburants du gaz naturel et puis depuis quelques années maintenant des gaz renouvelables et en particulier du biométhane. On a aujourd'hui plus de 100 membres. Donc, Timothée, si on peut passer à la deuxième diapositive. Voilà. Et donc, j'ai mis cette diapositive-là parce qu'on augmente à peu près d'une dizaine d'adhérents par an, de nouveaux adhérents, qui sont en fait des sociétés ou des collectivités locales qui auparavant ne parlaient pas et n'avaient aucune action dans le domaine du gaz naturel véhicule. Donc, c'est un secteur qui se développe de manière très dynamique. Timothée y reviendra ensuite pour placer en gros le GNV dans la transition énergétique du transport routier. Il a une place plutôt importante. Et donc aujourd'hui, l'intérêt de ce séminaire, c'est bien de montrer en fait que malgré le côté mature de la filière, il y a encore beaucoup d'innovations qui vont permettre d'en améliorer considérablement les atouts. Voilà, et je ne vais pas être plus long que ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et je rends la parole à Timothée. Merci Timothée. Merci beaucoup, Gilles. Du coup, sans plus tarder, on vous propose effectivement, en premier lieu, une introduction sur la transition énergétique du secteur routier pour pouvoir un petit peu replacer justement les différents enjeux liés à cette transition et la place du bio-GNV, du GNV dans cette transition. Donc, à l'instar de toute filière industrielle, le secteur des transports doit faire face aux défis de sa transition énergétique et environnementale. Donc, comme vous le savez tous, on est face aujourd'hui à un défi majeur qui est celui du changement climatique et qui est aussi celui du développement durable. Donc, c'est un défi qui nécessite une transition profonde de l'ensemble des filières, un besoin de transition qui est voilà, transverse à l'ensemble des filières et de la société et à laquelle le transport, et notamment le transport routier, n'échappe pas. C'est même d'ailleurs aujourd'hui un des secteurs qui contribue très largement au changement climatique et à la dégradation de la qualité de l'air. C'est les quelques chiffres qu'on vous a mis ici en contexte en haut. Le transport routier en France représente 40% des émissions liées à la consommation d'énergie. Donc, consommation d'énergie, ce ne sont pas les émissions de GES totales, hein, ça représente à peu près 2 tiers, celles liées à la consommation d'énergie. Pour autant, on voit que le transport représente 40% de cette partie, avec une prédominance des émissions liées aux véhicules individuels, avec 23% de ces 40%, et une part non négligeable associée aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds, respectivement 8 et 9%. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans ces contributions-là, finalement, de mettre en regard la part des émissions avec le nombre d'immatriculations. C'est notamment l'élément présenté à côté. Les poids lourds représentent 5% du parc de véhicules, mais contribuent à hauteur de 22% des émissions de GES du secteur routier. Donc ça illustre bien qu'il y a aussi un enjeu particulier sur certains sous-secteurs, on va dire, du transport routier, notamment les VUL et les poids lourds. Donc ça, c'est pour l'aspect GES sur lequel on a une forte contribution des transports. C'est aussi vrai sur l'aspect qualité de l'air, où aujourd'hui, le secteur du transport routier est à l'origine de nombreuses émissions, notamment voilà, de composants tels que NOx, plomb, cuivre, etc., mais également particules fines. Donc, face à ce constat-là, on a des objectifs qui ont été fixés en conséquence, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle française. Donc, à titre d'exemple, on a mis l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports d'ici 2030, tel qu'énoncé dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, l'objectif, c'est de réduire les émissions de 28% par rapport à 2005 dans le secteur des transports. Sur les NOx et PM, on a aussi des objectifs de réduction, moins 69% sur les NOx, moins 57% sur les PM 2.5, donc d'ici 2030 par rapport à 2005. Alors ça, ce n'est pas spécifiquement dans le secteur des transports, c'est toute émission confondue en France, mais donc des objectifs aussi très forts de réduction de CO2 et d'émissions de polluants atmosphériques, qui du coup s'accompagnent d'une réglementation qui va de pair avec ces objectifs et qui pousse les acteurs à atteindre ces objectifs. On peut notamment citer les normes Euro, la norme Euro 7 qui est attendue dans les prochaines années, dont la philosophie est de renforcer les seuils d'émissions sur les polluants déjà réglementés, mais également d'intégrer de nouveaux polluants qui n'étaient pas réglementés jusqu'alors. On a aussi les low emission zones, les endroits où les émissions vont être contrôlées. On pense notamment
aux zones critères en France. Donc ici, le besoin d'une transition rapide, c'est le constat qui est fait, et les moyens qui sont associés pour effectuer cette transition vont fortement accélérer et accélèrent déjà fortement le développement de solutions alternatives. La filière électrique, la filière hydrogène, la filière GNV, etc. Il y a aussi un point important qui est celui qui est le besoin de garder une vision systémique des enjeux, qui n'est pas centrée exclusivement sur l'aspect GES, mais qui prend aussi en compte les aspects qualité de l'air, durabilité des écosystèmes, notamment pour la production de carburants biosourcés, durabilité des ressources, on pense notamment aux matériaux utilisés pour les batteries, etc. Donc, face à ce constat et ce besoin d'une transition énergétique forte, on a l'information que cette transition ne pourra pas s'appuyer sur une unique solution, mais devra reposer sur plusieurs voies technologiques distinctes et pourtant complémentaires. Donc, le transport routier, comme vous le savez, il comporte une multitude d'usages aux caractéristiques très différentes. Elles peuvent varier en termes de distance, elles peuvent varier en termes de charge. Il y a des usages qui ont des contraintes plus ou moins fortes sur la durée de recharge. On a des types de trajets qui peuvent varier, des trajets pendulaires, des trajets aller-retour, des flottes captives, etc. Et donc, face à ce constat-là, le message, c'est qu'aucune technologie aujourd'hui ne semble en mesure d'apporter une réponse efficace et compétitive pour l'ensemble de ces usages. On vous a mis une petite vision ici des principales filières du transport avec les références diesel-essence qui excellent sur tous les points, si ce n'est la performance environnementale et qui justifient justement le besoin de cette transition. On ne va pas rentrer dans le détail de cette vision. Ici, le message principal, c'est que sur chaque cas d'usage, on a des technologies qui vont être plus ou moins adaptées, qui varient en fonction de, c'est ce qu'on disait, de la maturité, de l'autonomie, le temps de recharge, etc., etc. On a un petit point d'attention supplémentaire aussi. Dans cette présentation, on va beaucoup parler de technologie, de filières, de substitution de carburant, etc. Pour autant, ce ne sont pas les seuls leviers de réduction de l'empreinte environnementale du secteur routier. On a des réflexions importantes à avoir sur la multimodalité, sur les rapports à la mobilité, le covoiturage, la mutualisation de flux, etc. On peut aussi parler de relocalisation de certaines filières, tout ça pour diminuer l'impact du transport. Donc, la transition du secteur s'appuiera sur plusieurs technologies, ce que reflète le positionnement de nombreux acteurs. Si on regarde aujourd'hui, que ce soit des constructeurs ou des clients finaux, en fait, on a des acteurs qui s'appuient déjà aujourd'hui sur plusieurs technologies, soit en proposant des offres diversifiées, soit en intégrant dans leur flotte différents types de véhicules en fonction des différents usages à couvrir. Et donc, pour atteindre les forts objectifs fixés et dont on a parlé juste avant, il y a un réel besoin de développement à court, moyen et long terme sur l'ensemble de ces filières. Alors, parmi ces différentes filières, le GNV et surtout le bio-GNV constituent des alternatives qui sont déjà matures. Gilles a eu l'occasion d'en parler et qui sont déjà compétitives aujourd'hui et qui permettent d'assurer la décarbonation de certains usages. Euh, les principaux arguments pour expliquer cette pertinence, qui a d'ailleurs été développée dans d'autres études de référence aujourd'hui, c'est une forte réduction des émissions de polluants atmosphériques qui est permise par l'usage du GNV, des fortes perspectives de décarbonation des usages transport à condition d'un recours important au GNV d'origine biogénique. Donc, le GNV fossile peut permettre des légères réductions d'émissions de GES, mais vu l'ampleur du défi du changement climatique, seule une forte incorporation de taux de bio-GNV permettra d'apporter une réponse significative à ces enjeux-là, sachant qu'on peut bien évidemment mixer les carburants, c'est-à-dire qu'on peut avoir des carburants 90% fossiles, 10% renouvelables, etc., jusqu'à 100% renouvelables, notamment grâce au mécanisme des garanties d'origine aujourd'hui. Et donc, tout ça amène au message qu'il y a un vrai besoin de poursuite de R&D sur les moteurs thermiques, puisque certains des usages, notamment les usages les plus lourds, vont toujours avoir besoin de s'appuyer sur les moteurs thermiques, dont le GNV, et illustrant donc le réel besoin de continuer à progresser sur ces sujets-là, à améliorer les performances, les rendements des moteurs et la compétitivité de ces solutions. Donc, après cette introduction, on vous propose de rentrer dans le vif du sujet, qui est celui qui met vraiment en avant le travail qui a pu être réalisé lors de cette veille.
L'idée ici, c'est de vous sensibiliser aux enjeux technologiques de la filière GNV et d'illustrer ça par différents exemples. Donc, juste avant de démarrer, quelques chiffres clés très rapides sur la filière GNV et bio-GNV en France. En France, aujourd'hui, la filière GNV, c'est 25 000 véhicules, avec un gros tiers de véhicules utilitaires légers, un gros tiers de bus et de poids lourds, et le tiers restant qui comprend une part minoritaire de véhicules légers et une part de véhicules autres dans lesquels on inclut notamment les bennes à ordures ménagères. Ce qui est intéressant de regarder, c'est également en rebond aux propos de Gilles en introduction, c'est le dynamisme de certains de ces sous-marchés, et notamment c'est le graphique qu'on vous a mis à droite où on a isolé les contributions et les parts de marché des VUL et des poids lourds. C'est de constater depuis 2016-2017 la progression du secteur poids lourd qui s'explique notamment par la compétitivité de ces solutions déjà aujourd'hui par rapport aux solutions de référence que sont l'essence et le diesel. À côté de ça, on a environ 150 stations GNC sur le territoire, une cinquantaine de stations GNL, donc c'est des chiffres qui augmentent assez rapidement avec pas mal de projets. En 2019, on a eu une consommation de 1,5 TWh de gaz de réseau, donc soutiré directement sur le réseau depuis les stations, et 600 GWh de GNL, c'est-à-dire livré depuis les terminaux GNL français. Parmi les 1,5 TWh de consommation, on a à peu près 17% de ce gaz qui a été distribué sous forme de bio-GNV via le mécanisme de garantie d'origine, donc déjà un taux d'incorporation particulièrement intéressant et qui permet déjà des réductions d'émissions particulièrement importantes. On a un intérêt grandissant d'un panel de plus en plus large d'acteurs, du côté de l'offre comme de la demande, c'est ce que je disais, on a des offres qui s'étoffent, on a une demande aussi de plus en plus forte sur certains de ces marchés, et un besoin de poursuite de la R&D qui est nécessaire pour améliorer la performance et la compétitivité de ces solutions, plutôt dans une logique d'amélioration continue, puisque comme Gilles l'a précisé, on est sur une filière qui est en fait déjà mature, hein, qui bénéficie d'un retour d'expérience déjà particulièrement long. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous introduire aux principaux enjeux de R&D, les enjeux innovation sur les différentes briques technologiques du GNV, de mettre ça en regard d'exemples de développement. On ne va pas trop les détailler ici, puisqu'en fait, on a préparé un panorama d'innovation qu'on va vous présenter juste après, et de mettre ça en regard des objectifs que doivent permettre d'atteindre ces développements. Donc, par exemple, si on commence par le premier, on a une brique qui est celle du carburant, donc, avec comme principaux enjeux le besoin de développer et diversifier les actifs de production de bio-GNV pour notamment assouvir la demande. On a un besoin d'assurer la durabilité du bio-GNV qui est produit. Donc, c'est le cas pour tous les carburants qui sont biosourcés, hein. Il y a besoin de s'assurer que les conditions de production de ces carburants soient durables. C'est notamment le cas la vocation des directives européennes actuellement en discussion. Et il y a aussi un besoin d'améliorer la compétitivité de ces solutions par rapport au gaz fossile, mais aussi par rapport à l'essence et au diesel. Donc, quels sont les développements qui permettront d'arriver à ça? C'est aujourd'hui la méthanisation des biodéchets en parallèle de la méthanisation agricole en France. C'est demain la gazéification, c'est après-demain le power to gas. Tout ça avec pour objectif de maximiser la part de gaz renouvelable dans les carburants. On a ensuite une brique motorisation. Donc, les moteurs GNV sont des moteurs à combustion interne. On a dit on va toujours en avoir besoin sur certains usages, et donc il y a un besoin, encore une fois dans une logique d'amélioration continue, d'améliorer les rendements de ces moteurs. On a un enjeu particulier sur notamment les moteurs à mélange pauvre. Donc aujourd'hui, les moteurs dans le GNV ne fonctionnent pas avec des mélanges pauvres, ils fonctionnent avec des mélanges à la stoichiométrie. Pour autant, les mélanges pauvres, hein, ça consiste à injecter de l'oxygène en excès, ça permet d'avoir des combustions complètes et donc d'augmenter les rendements. Le problème de ces moteurs en mélange pauvre, c'est qu'ils vont donner lieu à des émissions notamment de NOx plus fortes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne sont pas privilégiés. Je me suis permis ce petit aparté, vous allez le voir, puisque c'est un sujet qui va réapparaître en toile de fond un petit peu après dans la suite de la présentation. Donc, on a un petit peu cet enjeu d'amélioration continue, mais on a aussi un enjeu d'adaptation aux spécificités du GNV, puisqu'un moteur
Un moteur essence et un moteur GNV, c'est proche. Et donc, il y a des possibilités aussi de faire bénéficier à la filière GNV des innovations de la filière essence et vice-versa. Et donc, il y a des travaux d'adaptation à faire puisque ça reste des carburants différents avec des propriétés différentes. Ici, l'objectif, in fine, c'est d'arriver à diminuer les consommations de gaz et donc améliorer la compétitivité, améliorer la performance environnementale. On a une brique sur le post-traitement, donc le traitement des gaz d'échappement pour réduire leur contenu en composés nocifs. Donc ici, à l'instar des filières essence diesel, il y a un enjeu d'amélioration continue, d'optimisation des procédés de post-traitement. Il faut arriver à mieux traiter les gaz dans les phases transitoires. Il y a un enjeu aussi à mieux traiter ces gaz-là dans des conditions de combustion pauvre. C'est ce qui fait le lien avec la brique motorisation juste avant. Et encore une fois, on a un enjeu lié aux spécificités du GNV. Donc, quand on brûle du GNV, quand on brûle de l'essence, on a en sortie dans les gaz d'échappement plusieurs choses qui se ressemblent, mais on a aussi des spécificités propres à chacun des carburants. Et dans le cas du GNV, on peut notamment avoir du méthane résiduel, ce qui n'est pas forcément le cas ou pas dans des proportions importantes dans le cas de l'essence. Et donc, il faut arriver à traiter ça de manière efficace. L'idée ici, c'est d'arriver à diminuer de manière efficace les émissions de polluants et notamment à se conformer aux normes Euro qui sont de plus en plus strictes. On a un point sur les réservoirs. Donc, la question des réservoirs dans la filière GNV, c'est un enjeu particulier, puisque que ce soit si on parle de gaz naturel comprimé ou de gaz naturel liquéfié, un enjeu particulier autour de ces réservoirs qui représente un coût et un poids non négligeables. Il y a donc un enjeu particulier à l'optimisation du triptyque encombrement, poids, coût de ces réservoirs. Donc ça, à court terme, ça peut se faire notamment en optimisant les process de production existants pour optimiser les coûts, pour améliorer le poids. Il y a aussi à moyen terme des réflexions sur les réservoirs conformables, puisqu'aujourd'hui on est contraint par le format de bouteille qui est celui utilisé, mais l'idée c'est que demain on puisse potentiellement avoir des réservoirs modulables, conformables, qui permettraient une meilleure intégration dans les véhicules, notamment les véhicules légers, et donc une optimisation de l'encombrement et du poids. Encore après, à plutôt long terme, on a aussi des réflexions sur d'autres formes de stockage du gaz, puisqu'aujourd'hui, on a des contraintes assez fortes sur le stockage. Quand c'est en forme comprimée, on est obligé de stocker à forte pression. Quand on est en forme liquéfiée, on est obligé de transporter à très basse température. Il y a des réflexions actuellement en cours, mais qui sont encore assez amont, sur d'autres formes de stockage, notamment du stockage par adsorption, et on va y revenir après, qui permettrait de stocker à une pression plus basse et à température ambiante. L'enjeu sous-jacent ici, c'est bien évidemment une question de coût, mais c'est aussi une question d'autonomie. Et la dernière brique, c'est la brique des stations, où là, il y a un premier enjeu de développement du maillage de stations pour permettre un développement de la filière. Il y a un enjeu d'optimisation de l'efficacité énergétique, un enjeu de développement de l'expérience utilisateur. Il faut aussi arriver à suivre au mieux et réduire au mieux les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de méthane au niveau de ces stations, même si elles sont déjà faibles. Et il faut notamment arriver, en particulier, à gérer les boil of gas. L'idée ici, c'est d'améliorer l'efficacité globale et l'expérience utilisateur de ces stations. Donc, sur la slide suivante, on retrouve le format qu'on vient de vous présenter, qui est celui des différentes briques technologiques. Et on y a apposé un certain nombre d'innovations qu'on a identifiées justement dans le cadre de l'exercice de cette veille technologique. On a proposé de vous en mettre un certain nombre en exemple, donc sur motorisation, post-traitement, réservoir, station. Donc c'est bien évidemment une sélection qui est non exhaustive. C'est une sélection aussi qui est basée exclusivement sur des données publiques. C'est ce qu'on disait avant, des brevets, des papiers de recherche, des articles, des communications d'organisation, etc., etc. Donc, on n'a pas traité la brique carburant, ce n'était pas l'objet de la veille, mais il y a beaucoup de choses qui se font à ce sujet-là. Donc, on vous invite à regarder sur Internet. Il y a beaucoup d'éléments sur cet aspect-là. On va plutôt se focaliser sur les 4 autres briques. Donc, si on regarde notamment la brique motorisation, la première innovation, c'est l'homologation d'un kit de transformation, un kit de rétrofit d'hybride essence électrique vers GNV, donc qui a été homologué en Italie, développé par Ecomotive Solutions. C'est de l'innovation un peu particulière, puisqu'on parle de rétrofit, mais c'est un sujet assez
d'actualité qui est aussi traité dans la filière électrique. On a les ingénieurs du groupe IAV qui ont développé un concept car de véhicule GNV hybride. Donc, c'est un véhicule GNV à hybridation légère, couplé à 2 moteurs électriques dans les phases de démarrage et d'accélération, qui permet d'avoir un rendement optimisé du moteur GNV et qui permet surtout de se passer de la partie essence, puisque les véhicules GNV, comme vous le savez, ont une partie essence, une partie GNV. Ici, ce concept permettait de se passer de la partie essence et donc d'optimiser les coûts. On a un groupe technique CMT Motores Thermicos en Espagne qui a réfléchi à l'adaptation d'un dispositif de préchambre d'allumage. C'est en fait un dispositif qui n'est pas aujourd'hui commercialisé à grande échelle, mais qui est envisagé notamment pour les moteurs à essence, pour améliorer l'efficacité et le rendement des moteurs à essence. Et le but en fait de cette étude, c'était de voir dans quelle mesure un tel dispositif serait adaptable à la filière GNV. Et ils ont donc effectué des simulations, des tests sur moteur réel. Ils ont donc conclu qu'effectivement, ce dispositif était adaptable sous certaines conditions au moteur GNV, et ils ont montré des perspectives d'amélioration de rendement intéressantes. Dernier point sur la motorisation, on a une entreprise, Transient Plasma System, qui a été la première à démontrer un système d'allumage par plasma pulsé sur des moteurs GNV fabriqués en série. Donc encore une fois, l'allumage par plasma pulsé, c'est quelque chose qui peut se faire sur différentes filières. Mais c'est la première fois que ça a été démontré sur des moteurs GNV. Donc un des enjeux d'utiliser de l'allumage par plasma plutôt que de l'allumage par étincelle comme traditionnellement, c'est notamment de stabiliser les combustions en mélange pauvre. Et donc ça rejoint l'enjeu dont on avait parlé avant, qui était de potentiellement rebasculer sur des moteurs à combustion interne qui fonctionneraient en mélange pauvre. On saute la brique post-traitement puisqu'il s'agit du focus qu'on va vous faire juste après. Donc, sur les réservoirs, on a différents éléments qui ont été développés aussi. Un système de récupération de boil-off gas des réservoirs de GNL véhicules qui a été développé par Iveco. L'idée ici, c'est que dans les réservoirs de GNL, quand on a des boil-off gas qui se créent, au bout d'un moment, on peut avoir une surpression et donc relargage du surplus de boil-off gas dans l'atmosphère. Le boil-off gas, c'est du méthane. Ça contribue fortement au changement climatique. Et donc là, Iveco a déposé un brevet pour traiter efficacement ces boil-off gas en les stockant dans un second réservoir et en les valorisant dans le moteur. On a également Iveco qui a développé un système de chauffage des réservoirs GNL. Donc, c'est ce que je disais. Dans les réservoirs GNL, on a du gaz sous forme liquéfiée. Sous l'effet de pont thermique, naturellement, on va avoir des boil-off gas qui vont se créer, donc coexistence de gaz sous forme liquide et de la partie gazeuse. Et tout ça, ça permet de maintenir la pression dans le réservoir. Et en fait, on va ensuite utiliser soit la partie liquide, soit la partie gazeuse dans le moteur pour arriver à justement gérer un certain niveau de pression, arriver à maintenir un certain niveau de pression. Et pour cela, ça nécessite d'avoir notamment des systèmes de chauffage du stockage pour arriver à condenser une partie du gaz sous forme liquide en gazeux et arriver à maintenir cette pression. Donc, c'était fait historiquement par des systèmes d'échangeurs de chaleur hydrogénique, des dispositifs de pompe assez coûteux. Là, Iveco a développé un système avec un chauffage électrique associé à un certain nombre de capteurs qui permet d'améliorer l'efficacité, mais qui permet surtout de diminuer les coûts de ce module. Donc, Plastic Omnium qui a développé un système de mesure de la quantité de résiduel de gaz dans les réservoirs d'hydrogène et de GNV. Là aussi, aujourd'hui, les capteurs, soit ils sont très chers, soit ils offrent une précision de lecture qui n'est pas satisfaisante, et ce qui conduit à des détours, des risques de panne sèche, des déclenchages d'alertes intempestifs. Et donc, ils ont développé un système avec deux capteurs couplés, dont un capteur spécialisé dans les basses pressions, pour optimiser la lecture à basse pression quand le réservoir est presque vide, pour éviter les détours, arrêts inutiles et optimiser les coûts. On a des optimisations qui se font au niveau des réservoirs, donc des entreprises qui mettent en place des nouveaux process qui permettent d'optimiser la production des réservoirs GNV. C'est le cas notamment de Faber Industries, qui a mis en place un nouveau process de modelage de l'acier, ce qui lui permet en fait d'augmenter le rendement pondéral, c'est-à-dire c'est la masse par unité de volume. Dans le cas de référence, ils étaient à plus de 1 kg
par litre. Et grâce à la mise en place d'un nouveau process, ils ont réussi à diminuer à 0,84 kg par litre. Ici, l'enjeu sous-jacent, c'est un enjeu de poids, c'est un enjeu de performance et c'est donc un enjeu d'autonomie. Si on est capable à poids équivalent, embarquer un réservoir plus gros, c'est aussi la porte ouverte à des autonomies rallongées. Plastic Omnium, idem, a bossé sur un système relativement proche d'optimisation des process de fabrication des réservoirs. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. On a aussi aux États-Unis, Ozinga et Ingevity qui ont fait les premiers tests d'un pick-up ANG. Donc ANG, c'est pour Adsorb Natural Gas, c'est ce que je vous expliquais avant. Ce sont les nouvelles formes de stockage du GNV. Aujourd'hui, on stocke sous forme de gaz naturel comprimé ou de gaz naturel liquéfié. Il y a des recherches en cours sur des autres méthodes de stockage et notamment le stockage par des matériaux adsorbants. Le principe, c'est d'utiliser un matériau adsorbant très poreux, comme des charbons actifs, pour stocker de manière dense les molécules de gaz naturel à basse pression, donc 60 bars, voire moins, et à température ambiante. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, à la demande, on arrive à libérer les molécules de gaz qui sont stockées dans l'adsorbant en dépressurisant, en contrôlant la dépressurisation du stockage. Et donc ici, les axes de recherche, c'est de trouver le bon compromis entre capacité de stockage du matériau, capacité à relâcher le gaz rapidement, coût de fabrication, etc. Et en fait, la perspective de pouvoir diminuer la pression et la température, ça ouvre la porte aussi à une simplification ou à une conformation plus simple aux normes. Aujourd'hui, avec les hautes pressions, les très basses températures, c'est compliqué, notamment pour les véhicules légers, mais également pour la recharge à domicile. Donc, ici, on est sur quelque chose de très amont, mais qui ouvre des nouvelles perspectives de développement pour le GNV. Donc ici, test d'un pick-up ANG par ces deux entreprises pour justement tester, mesurer des temps de recharge, mesurer des autonomies. Et c'est un sujet qui est pas mal abordé outre-Atlantique aux États-Unis, puisqu'il y a d'autres entreprises qui sont aujourd'hui et qui prévoient de tester de tels véhicules. Donc le pendant de ça, c'est qu'on passe sur la brique station. On a Ingevity qui était déjà impliqué dans le test du pick-up ANG, qui a mis en route sa première station de recharge ANG. Là, encore une fois, l'objectif, c'est de tester deux dispositifs différents, un dispositif de recharge plutôt destiné aux flottes de véhicules et un dispositif de recharge qui simule les conditions de recharge à domicile, donc notamment recharge lente pendant la nuit, etc. Donc sur la brique station, on a encore 2-3 innovations dans notre panorama ou 2-3 éléments. On a un rapport de Centrale Supélec et de partenaires sur l'importance du maillage de stations dans l'attractivité du GNV, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental. Donc, ce qui est mis en évidence, c'est qu'un maillage de stations limité augmente le temps nécessaire, le trajet nécessaire pour les phases de recharge. Donc ça conduit à une distance parcourue supplémentaire et donc à des émissions supplémentaires. Donc le rapport explore un petit peu ces notions-là et quelles sont les conditions de performance économique, environnementale du GNV, du bio-GNV. Et met en évidence l'importance du maillage dans la performance à la fois économique et environnementale du GNV. Donc, on l'a vu, le maillage des stations, c'est un sujet clé pour assurer le développement de la filière. Et face à ça, on a différentes entreprises qui proposent différentes offres pour pallier à aujourd'hui ce nombre d'infrastructures encore en développement. On pense notamment, on en a regroupé deux, à Cryostar, qui propose des stations mobiles qui peuvent être déployées sur le territoire, mais également TankU, qui propose des services de dépannage et de ravitaillement en GNV, n'importe où en moins de 2 heures. Donc c'est une adaptation de leur offre qui a été développée pour l'essence et le diesel. Donc c'est une adaptation et un élargissement de leur gamme au GNV. On a aussi une innovation en Espagne qui est l'inauguration de la première station GNL avec réservoir enterré d'Europe. Donc là aussi, c'est une réponse partielle à la question du maillage des stations, puisque cette innovation, qui en fait est aussi un enjeu en termes
de respect des normes environnementales et des normes de sécurité européennes. Cette innovation d'enterrement du réservoir, elle permet de réduire notamment la surface encombrée, elle permet de réduire les distances de sécurité nécessaires et elle contribue à améliorer l'acceptation sur le terrain, notamment par le fait que ces stations peuvent prendre moins de place. Donc, c'est une innovation, encore une fois, qui ouvre des perspectives intéressantes, notamment pour le développement de stations GNV en zone urbaine, où la place est plus rare. Et dernier point, on a un brevet qui a été déposé par Engie sur le développement d'un dispositif permettant d'optimiser la gestion des boils of gas dans les stations qui délivrent du GNL. Donc, les stations qui délivrent du GNL, donc on va avoir au moment de la recharge, lorsque le plein est atteint dans le réservoir, un refoulement de gaz qui va retourner vers le réservoir, le stockage de la station, depuis le véhicule vers la station. Et donc, ce gaz qui est plus chaud, il va avoir tendance à réchauffer le gaz dans le stockage et à créer encore plus de boil of gas. Et donc, Engie a mis au point, il a détaillé ça dans un brevet, un système qui intègre notamment un échangeur thermique et un stockage tampon qui permet d'optimiser justement cette gestion des boil of gas. Donc voilà pour le panorama de ces différentes innovations. L'idée ici maintenant, c'est de vous présenter un cas d'étude de manière un petit peu plus précise. L'idée, c'est qu'avec ce panorama plus ce cas d'étude, vous ayez voilà, une bonne vision de finalement ce que représente l'innovation au sein de la filière GNV. Donc, sur le cas d'étude. Donc, le cas d'étude porte sur les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Donc, je vous l'ai dit, on a le principe de fonctionnement de post-traitement en bas à gauche. L'idée, c'est que dans les gaz d'échappement des moteurs, on a différents composants, monoxyde de carbone, oxyde d'azote, etc., qui sont nocifs pour l'environnement. Et donc, avant d'être rejetés à l'atmosphère, ils passent par des systèmes de traitement. Et notamment, ils peuvent passer par des pots catalytiques, ce qu'on appelle 3 voies. C'est des pots catalytiques qui ont une structure en nid d'abeille et qui procèdent à un revêtement composé de plusieurs métaux nobles, donc platine, palladium, rhodium, etc., sur lesquels, en fait, c'est les catalyseurs, sur lesquels on va avoir des réactions de réduction et des réactions d'oxydation de ces composés nocifs, donc monoxyde de carbone, oxyde d'azote, etc. L'objectif, c'est que lors du passage dans le pot, on ait une transformation de ces composés vers des composés qui ne sont, eux, pas nocifs pour l'environnement, donc la vapeur d'eau, du dioxygène, du diazote, etc. Donc, ce sont des procédés qui sont utilisés à la fois sur l'essence, mais aussi le diesel et le GNV. Et ce qu'on constate, c'est qu'historiquement, pour la filière GNV, on a privilégié l'adaptation des dispositifs développés pour l'essence et le diesel, notamment en raison de la relative faible profondeur de marché du segment GNV par rapport à l'essence et le diesel. Donc, il y a plein de substances qu'on retrouve dans tous les gaz d'échappement. Pour autant, la combustion de GNV, elle présente des spécificités qui s'avèrent nécessaires de couvrir. Donc, on va voir ça en détail juste après. Donc, sur ce post-traitement, on a des enjeux de développement qui sont transverses aux différentes filières, essence, diesel, GNV, mais on a aussi des enjeux qui sont spécifiques au GNV. Sur les enjeux de développement transverses, on a besoin d'optimiser ces pots catalytiques et notamment de faire en sorte que ces derniers fonctionnent lors des phases transitoires, etc., fonctionnent notamment lors des démarrages à froid, puisque les matériaux catalytiques ne fonctionnent qu'à partir d'une certaine température, donc quand le moteur est chaud. Donc, on a des émissions potentiellement plus fortes lors du démarrage. On a besoin de faire de la recherche sur les matériaux catalytiques, en optimiser les coûts, puisque vous l'avez vu, c'est des métaux nobles, platine, palladium, rhodium, etc. On a besoin d'optimiser la durée de vie de ces composants, de chercher potentiellement des alternatives qui soient moins rares, des alternatives qui soient plus efficaces dans le traitement de ces gaz. On a besoin d'améliorer aussi les substrats donc, sur lesquels sont adossés ces revêtements. L'idée ici, c'est de maximiser la surface d'échange entre justement ces métaux nobles et les gaz d'échappement qui vont circuler.
Il y a besoin d'augmenter la recyclabilité de ces éléments, de travailler à la limitation des pertes de nanoparticules et d'optimiser le calculateur. Alors, l'optimisation du calculateur, si on retourne sur le schéma à gauche, euh, on voit qu'on a trois phases, hein, l'échappement du moteur, le pot catalytique, l'échappement. En fait, tout ça, c'est piloté grâce à un calculateur et deux sondes. On a des sondes qui vont mesurer les concentrations, notamment en oxygène en entrée et en sortie, et qui, en fonction de ces données-là, va optimiser la combustion de manière à avoir les conditions les plus adaptées et les conditions qui permettent de maximiser la catalyse. Puisque dans la catalyse, on a des notions d'équilibrage des réactions, et donc en fait, les combustions sont contrôlées pour justement arriver à équilibrer tout ça au mieux. Donc ça, c'était les enjeux de développement transverse essence diesel GNV. Après, on a aussi des enjeux spécifiques au GNV. C'est notamment le cas du traitement du méthane et de l'éthane imbrûlé. Donc, le GNV, gaz naturel pour véhicule, c'est du CH4, c'est du méthane. Et donc, si on n'a pas de combustion parfaitement complète, on peut se retrouver avec du méthane résiduel en sortie. Méthane qui, vous le savez, possède un pouvoir de réchauffement global important et contribue beaucoup au changement climatique. Et donc, il y a un vrai besoin d'arriver à traiter efficacement ces éléments-là. Donc, ce traitement-là, ça se fait de plusieurs manières. Il y a notamment le besoin de développer des matériaux qui permettent d'effectuer la catalyse du méthane. Donc, on pense notamment il y a notamment le palladium qui est envisagé. Ensuite, il y a besoin que ces matériaux, ils arrivent eux aussi à avoir des temps de réponse suffisants, arriver à avoir des bonnes performances à froid. Il faut que ces matériaux soient résistants à l'inhibition des catalyseurs, puisque certaines conditions peuvent désactiver tout ça. Il y a besoin d'arriver à résister aux dommages causés par les oxydes de soufre, etc., etc. Et donc, il y a tout un pan de la recherche qui se concentre exclusivement sur le GNV. Et encore une fois, il y a un lien avec la combustion en mélange pauvre qu'on a évoqué avant. Donc, comme vous le savez, et comme je l'ai expliqué avant, il y a un enjeu à potentiellement rebasculer sur des moteurs en mélange en combustion pauvre, ce qui induit toutefois des comportements différents et des émissions potentiellement plus fortes dans les gaz d'échappement. Et donc, si on souhaite basculer sur des moteurs en combustion, enfin en mélange pauvre, il y a besoin d'arriver aussi à travailler et à traiter efficacement ces gaz d'échappement. Donc voilà pour les enjeux. Et pour finir très rapidement, quelques innovations qu'on a constatées et qu'on a trouvées lors de notre veille technologique qui abordent ce sujet-là. On a des développements de catalyseurs qui sont développés spécifiquement pour traiter le CH4. C'est le cas notamment de Cadmet Energy en 2017 qui a développé un catalyseur palladium qui est notamment résistant à l'inhibition. C'est le cas de BASF qui a développé un catalyseur 3 voies spécifiquement pour les véhicules essence GNV. On a Johnson Matthey qui a construit, enfin qui a breveté un système de traitement pour moteur GNC spécifiquement en combustion pauvre. Donc en développant notamment des nouveaux matériaux avec des tamis moléculaires, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Encore Johnson et Matthey qui a déposé un autre brevet en 2020, encore une fois pour optimiser la catalyse des NOx en conditions pauvres, donc pour des moteurs essence, mais aussi pour des moteurs GNV. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais le fait de justement voir ces deux brevets illustre bien l'activité de Johnson Matthey sur le sujet et fait bien ressortir cette problématique de traitement des gaz d'échappement de moteurs GNC spécifiquement en conditions pauvres. Et dernier point, on a un brevet qui a été déposé par FTP Motoren Forschung, qui est une filiale de CNH, qui, eux, en fait, abordent le sujet différemment. Ce n'est pas une optimisation de la catalyse, c'est une optimisation du système de contrôle électrique et des conditions de combustion pour adapter, en fait, ce contrôle électrique aux spécificités du GNV. En fait, sous certaines conditions, on peut avoir une inhibition de ces catalyseurs pour le traitement du méthane. Et donc, eux ont mis au point un système de contrôle électrique qui permet de moduler les conditions de combustion de manière à pouvoir traiter de manière optimale le méthane résiduel dans les moteurs GNV. Donc voilà, toutes ces innovations vous donnent un petit peu une idée du type de développement qui peuvent avoir lieu aussi sur la filière sur ce sujet-là.
Et donc, si on bascule maintenant sur les messages clés, ça va être assez rapide, hein. L'idée ici, c'est de rappeler les principaux messages qu'on a évoqués pendant cette présentation. Le premier message, c'est que la transition du secteur routier, elle s'appuiera sur le développement simultané de plusieurs technologies complémentaires. Ce ne sera pas du tout électrique, ce ne sera pas du tout GNV. À chaque usage, finalement, à chaque usage, sa solution. Et donc, ça nécessite des travaux de R&D sur l'ensemble des filières. Parmi ces filières, le GNV et a fortiori le bio-GNV, ce sont des filières qui sont particulièrement indiquées pour assurer une transition de certains usages, notamment les usages lourds, en raison des performances en termes de réduction d'émissions de polluants atmosphériques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment si recours au bio-GNV. Et donc la filière bio-GNV, on l'a vu, elle fait l'objet de nombreuses innovations sur sa chaîne de valeur, malgré le fait que cette filière elle soit particulièrement mature. Elle fait l'objet d'innovations qui doivent permettre d'améliorer sa compétitivité, qui doivent permettre d'améliorer sa performance, ses performances. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que finalement, on a beaucoup d'innovations qui sont des innovations incrémentales, hein, dans une logique d'amélioration continue, puisque la filière bénéficie déjà d'un retour d'expérience relativement long. C'est une filière mature, donc on constate beaucoup d'innovations incrémentales sur optimisation de certains process, etc. Mais on constate également des potentiels sujets de rupture à plus long terme. On pense notamment au gaz naturel absorbé, etc. Et finalement, la pertinence du GNV et l'attractivité aussi plus forte et l'attraction marché qu'on a vu là dans les chiffres qui ont été présentés dans la présentation, elles expliquent aussi un regain d'intérêt des différents acteurs pour poursuivre la R&D sur ces différents sujets. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On a conscience que la présentation était particulièrement dense. On a essayé de vous transmettre au mieux les différents éléments qu'on a pu tirer de la veille technologique qu'on a réalisée l'année dernière. Il est 17h48, donc on a encore un quart d'heure de questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc je me tourne maintenant vers Gilles si vous avez un commentaire à ajouter, mais sinon vers mon collègue Sébastien pour démarrer cette séance de questions-réponses. Merci beaucoup Timothée. On a une première question sur la difficulté, comment expliquer la difficulté de la filière du bio-GNV à se démocratiser malgré tous les avantages que cette filière peut présenter. Bien, écoutez, je pense que Gilles, n'hésitez pas à rebondir aussi pour